Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Myriam Durand, je suis directrice adjointe au service de l'immigration et aujourd'hui, je vais vous faire une présentation là, sur les responsabilités de l'employeur en matière de recrutement international et les possibles enjeux de non-conformité, ce que ça occasionne, c'est quoi les conséquences. Et je pense que c'est important qu'on en parle parce que il y a beaucoup de conditions là, quand on veut faire du recrutement international. Et je vois que de plus en plus, là, les CPE se dirigent un petit peu là, vers le recrutement international. Fait qu'avant qu'il y ait des enjeux de non-conformité qui surgissent, je pense que c'est important là, qu'on revoie certaines des exigences de base et d'autres qui sont plus complexes, justement, avant de se diriger vers le recrutement international. Je vous dirais aussi que dans le cas où, après la présentation là, que vous allez voir aujourd'hui, si vous avez déjà commencé à faire du recrutement international et que vous vous rendez compte qu'il y a des potentiels enjeux là, qui sont là, actuelle en ce moment là, au sein du CPE, je vous invite à me contacter pour qu'on puisse regarder ensemble la façon là, de réparer ces enjeux-là rapidement parce que plus on prend de temps à divulguer l'information là, qui pourrait être non conforme à Service Canada, plus les conséquences et les peines en fait qui peuvent être infligées aux employeurs peuvent être grandes et importantes. Donc, c'est vraiment important de ne pas prendre de retard quand on se rend compte qu'une situation non conforme là, potentielle qui est d'actualité là, au sein du milieu de travail. Donc, je vous inviterai aussi, là, après la présentation, là, si vous avez des questions ou des choses que vous voulez qu'on regarde ensemble, à me contacter soit par courriel, là, il y aura mes informations, là, mes coordonnées qui vont être disponibles là, dans le PowerPoint. Ou sinon, là, ça peut vraiment être par courriel ou par téléphone là, pour qu'on puisse prendre un rendez-vous, prendre du temps ensemble et regarder la situation ensemble pour voir comment on peut la gérer et comment on peut la rectifier. Donc, sur ce, je vais vous partager mon écran tout de suite. Parfait. Donc, aujourd'hui, on va vraiment regarder c'est quoi les obligations de l'employeur là, au niveau des programmes d'immigration là, temporaires ou même des programmes d'immigration là, permanente. Donc, il va beaucoup être question du programme des travailleurs étrangers temporaires qu'on appelle le PTET ou le programme de mobilité internationale, le PMI. On va aussi regarder là, l'article 209.3.1 du règlement sur l'immigration et de la protection des réfugiés, parce que toutes les conditions, là, les exigences des programmes et de la conformité de l'employeur se retrouvent dans cet article-là. On va voir aussi c'est quoi les motifs d'inspection et qui a le pouvoir de faire une inspection et qu'est-ce qu'ils peuvent inspecter. Une fois qu'il y a une inspection, on va aussi voir c'est quoi les deux résultats possibles qu'on peut obtenir en tant qu'employeur. Finalement, admettons qu'on n'est pas conforme, on va voir c'est quoi les conséquences en cas de non-conformité. Et il y aura aussi des liens utiles là, par rapport justement à toute l'information dont je vais vous parler aujourd'hui. Ça sera accessible sur le PowerPoint, mais comme je vous dis, vous pouvez aussi me contacter pour qu'on regarde ça ensemble. Donc, en tant qu'employeur, premièrement, on a beaucoup d'obligations pour s'assurer justement d'offrir un environnement de travail sécuritaire, un environnement qui est exempt de violence, un environnement aussi qui favorise là, l'épanouissement personnel et professionnel de chacun des employés. Et au niveau du programme des travailleurs étrangers temporaires qu'on appelle le PTET, l'employeur doit faire ce qu'on appelle une évaluation de l'impact sur le marché du travail. En résumé, là, pour faire ça très général, l'étude d'impact sur le marché du travail, là, c'est un processus qui est fait par l'employeur. Et puis, dans ce processus-là, il faut notamment qu'il explique comment le travailleur étranger temporaire ne sera pas désavantagé par rapport à d'autres résidents permanents ou citoyens canadiens qui occupent déjà un emploi là, au sein de l'entreprise. Ce qui fait en sorte qu'il faudra donner de l'information, par exemple, sur le poste que le travailleur va occuper. Ça va quoi être son taux horaire, son salaire annuel, ses avantages sociaux, les lieux d'emploi. Il faudra aussi dire s'il y a eu des mises à pied au cours des 12 derniers mois, par exemple, et si oui, c'était combien de résidents temporaires, combien de résidents permanents, combien de citoyens canadiens. En fait, le but, là, c'est que l'immigration veut s'assurer que vous n'avez pas congédié ou mis à pied un résident permanent ou un citoyen canadien
pour offrir un emploi à un travailleur étranger temporaire qui serait rémunéré moins cher, par exemple, qu'un autre travailleur. Donc, il y a plusieurs dispositions, là, il y a plusieurs questions dans cette étude d'impact sur le marché du travail-là, parce que l'immigration doit aussi s'assurer que l'embauche du travailleur étranger temporaire va faire en sorte qu'il va pouvoir, par exemple, partager ses compétences, son expérience avec le reste de l'équipe. Donc, faut pas que ce soit une offre d'emploi là, qui va résulter en euh, un effet négatif sur le marché, sur l'économie canadienne ou sur le marché de l'emploi là, au Québec. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions qui sont posées, qui sont très pointues dans ce formulaire-là, dans cette demande-là, pour justement là, s'assurer que le travailleur étranger que vous allez recruter ne sera pas désavantagé par rapport à un autre résident permanent ou un citoyen canadien. Ce qui fait en sorte que quand cette demande-là est approuvée par Service Canada, l'employeur va recevoir une lettre de décision et des modalités de cette étude d'impact sur le marché du travail. Donc, dans le document d'environ une quinzaine de pages, il y aura une page qui s'appelle Détails de l'EIMT qui va confirmer que l'immigration est d'accord pour que vous fassiez l'embauche de ce travailleur-là dans un poste, dans un poste clé. Donc, par exemple, quand vous avez rempli la demande d'étude d'impact sur le marché du travail, si vous avez dit à l'immigration que vous cherchez à combler un poste d'éducateur à la petite enfance et que vous avez dû marquer, par exemple, le taux horaire de la personne, ses lieux de travail potentiels, donc un lieu primaire et des lieux secondaires s'il y a plus d'une installation, par exemple, c'est quoi ses avantages sociaux? Il faut que vous vous assuriez en tant qu'employeur que pendant la durée d'affectation temporaire de l'emploi, soit 2 ans ou 3 ans, que vous allez être en mesure de respecter toutes ces exigences-là pendant toute la durée de l'assignation temporaire. Euh, Quand vous allez recevoir la lettre de décision, il y aura aussi des annexes qui comprennent vraiment les articles dont je vais vous parler tantôt, là, vraiment là, qui expliquent chacune des exigences et des responsabilités de l'employeur vis-à-vis aux travailleurs étrangers temporaires. Et à tout moment, vous devez vous assurer d'être conforme pour chacune des 28 obligations qui sont listées dans le règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. En tant qu'employeur, vous devez aussi vous assurer de conserver tous les documents qui sont pertinents là, du moment là, où on a commencé le recrutement du travailleur étranger temporaire jusqu'à la fin de son assignation et pendant les 6 années qui vont suivre. Je m'explique. Si vous embauchez un travailleur étranger temporaire et qui commence à travailler demain, à tout moment, au cours des 6 prochaines années, vous êtes sujet à une inspection par soit le ministère de l'Immigration au Québec, qu'on appelle le MIFI, Service Canada, ou par IRCC, qui est l'immigration là, au fédéral, qui émet les statuts, donc les permis de travail, permis d'études, etc. Ce qui fait en sorte que du moment où vous commencez une démarche d'immigration temporaire pour un travailleur étranger temporaire, l'employeur et le travailleur sont sujets à une inspection qui peut être aléatoire ou si l'immigration a des raisons de soupçonner que vous n'avez pas respecté les autorisations qui vous ont été données dans l'octroi de ce permis de travail-là, autant vous que le travailleur étranger temporaire est sujet à une inspection. Ce qui fait que du moment où vous commencez un processus d'immigration temporaire, vous devriez garder là, les copies, par exemple, de l'étude d'impact sur le marché du travail, les versions brouillons qui ont été faites. Si vous avez rédigé une lettre de soutien là, qui explique pourquoi ce travailleur-là est embauché versus un autre, par exemple, tous les documents que vous avez produits pour démontrer que vous aviez besoin de ce travail de ce travailleur-là, il faudrait les garder pendant une durée d'au moins 6 ans parce que, comme je vous disais, à n'importe quel moment, vous ou le candidat, vous pouvez être sujet à une inspection. Si, admettons, vous recevez le IMT, le positif de Service Canada, et que vous vous rendez compte qu'il y a une erreur dedans, par exemple dans le taux horaire, il y a une coquille, par exemple, au niveau du prénom ou du nom de famille du candidat. Vous regardez le passeport de la personne, puis vous vous rendez compte que le nom n'a pas été écrit correctement comme il apparaît sur le passeport. Ça peut être un enjeu aussi. C'est important là, d'avertir Service Canada pour qu'il puisse remettre une nouvelle version de l'IMT qui vous a déjà été approuvée mais avec le bon nom qui figure là, comme sur le passeport. Si vous vous rendez compte que vous avez fait une coquille quand vous avez entré, par exemple, le taux horaire du candidat, il faut contacter Service Canada et les informer pour qu'ils réémettent aussi
une nouvelle étude d'impact sur le marché du travail parce que si l'immigration n'est pas au courant qu'ils ont fait une erreur ou qu'il y a une erreur qui s'est glissée et qu'il y avait une inspection et que vous ne rémunérez pas le travailleur au salaire qui avait été accordé dans le IMT, ça peut être un enjeu de conformité. Et si vous dites, ben, c'est une erreur, ils vont vous dire, vous deviez nous aviser en 30 jours. Donc, le plus rapidement on avertit l'immigration quand il y a une erreur, le plus rapidement on peut corriger la situation. Et s'il y avait un enjeu important ou non de conformité, mais qui est quand même un enjeu, à ce moment-là, les conséquences peuvent être un peu moins importantes que quand ça fait un an et demi, par exemple, où on a une IMT ou un permis de travail et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur et qu'on n'en a jamais fait part à l'autorité gouvernementale responsable d'émettre ce document-là. Donc, le 1-800-367-5693 et le numéro de Service Canada pour le Centre des services aux employeurs. Je vous dirais qu'en règle générale, là, quand ce n'est pas une période achalandée, en environ 5-10 minutes, on peut avoir la ligne, mais dans les moments plus importants comme maintenant, là, au niveau des fêtes, ça peut prendre un peu plus de temps, là, mais je vous conseille quand même de les téléphoner, même si c'est pour avoir des informations par rapport à une IMT qui a été émise, vous avez des questions, vous n'êtes pas tant certain là, s'il y a une erreur ou pas, c'est toujours préférable de les contacter et de vérifier que de voir qu'il y a eu une anomalie, mais de ne pas en faire part à l'immigration parce que là, on s'expose à des conséquences beaucoup plus importantes. Si vous vous rendez compte qu'il y a, pardon, si vous vous rendez compte qu'il y a un enjeu de conformité ou que vous vous rendez compte qu'il y a une exigence ou une obligation à laquelle vous ne vous soumettez pas, c'est important de faire une divulgation volontaire à Service Canada quand on parle d'une demande de IMT. Si vous vous rendez compte qu'il y a une obligation à laquelle que vous ne respectez pas dans le programme de mobilité internationale, à ce moment-là, il faut aviser IRCC là, au fédéral directement. Dans une divulgation volontaire, euh, dans le fond, ça dit que quand la divulgation volontaire, c'est avant qu'il y ait une inspection, c'est que vous vous êtes rendu compte qu'il y a un enjeu et qu'avant qu'il y ait une vérification par l'immigration, vous avez vous-même averti l'immigration qu'il y avait un enjeu. Puis à ce moment-là, c'est sûr qu'il risque d'avoir une inspection, sauf que si, on va le voir un peu tantôt là aussi, là, mais si, admettons, vous avisez l'immigration avant qu'une inspection soit faite de leur part, ça se peut aussi que les conséquences de non-conformité soient un peu plus légères que si vous aviez attendu qu'il y ait une inspection et que là, l'immigration se rend compte que vous n'êtes pas conforme. Aussi, c'est important que quand vous avez un travailleur étranger temporaire qui va commencer un emploi, comme il va travailler au Québec, c'est important d'aviser la CNESST du début d'emploi et de la date de fin d'emploi là, du travailleur étranger temporaire, le cas échéant. Ici, vous avez là, certaines des conditions là, de l'article 209.3.1 du RIPR, donc du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Il y en a beaucoup. C'est sûr que dans le PowerPoint que je vais vous envoyer, vous aurez la majorité là, des conditions, mais je vous invite fortement à aller consulter l'article parce que vous allez vraiment voir les 28, dans le fond, les 28 conditions là, du règlement, alors que moi, j'en ai ciblé quelques-unes. Les plus importantes, là, je vous dirais, là, ce serait les 1, 2, 3, 4 et 5. Euh, En fait, ce pas les plus importantes, mais c'est celles qu'on va aborder aujourd'hui. Comme je disais tantôt, il faut s'assurer que quand vous allez faire une demande d'étude d'impact sur le marché du travail ou quand vous allez faire une demande de permis de travail là, ou une offre d'emploi là, pour un employé là, qui va faire une demande dans les jeunes professionnels, par exemple, il faut s'assurer que l'emploi que vous dites que la personne va occuper, ce sera vraiment l'emploi qu'il ou elle va occuper. Je m'explique. Vous avez un coup de cœur pour un candidat qui n'est pas qualifié, mais vous voulez quand même qu'il occupe un poste d'éducateur qualifié. Vous le savez qu'avec l'immigration, s'il n'y a pas le bon diplôme, cette personne-là pourrait être refusée. Mais vous vous dites, je vais faire une demande comme aide éducateur, aide éducatrice. Comme ça, je sais que ça va passer parce qu'elle a le bon diplôme comme aide éducateur. Mais rendu sur place, je vais lui faire des tâches d'éducateur à la petite enfance. Ce n'est pas légal. Souvent, les gens vont penser qu'ils peuvent faire ça parce que justement, il y aura un permis de travail plus rapidement, mais ce n'est pas légal. Quand on reçoit une autorisation à embaucher un travailleur, il faut qu'on s'assure que l'emploi qu'on a demandé
au taux horaire qui va être rémunéré avec les avantages sociaux qu'il va recevoir, c'est exactement ça qu'il va recevoir ou qu'il va faire comme travail. S'il y a une inspection de l'immigration et qu'il se rend compte que le travailleur ou la travailleuse que vous voulez embaucher fait un autre poste que celui qui a été autorisé par l'autorité gouvernementale responsable d'émettre la décision, à ce moment-là, il pourrait dire que vous avez soumis une information fausse ou trompeuse. Et à ce moment-là, la personne, le travailleur étranger temporaire, est passible en fait là, d'avoir une intention de rejet de sa demande au provincial, ce qui fait en sorte que l'immigration a droit de refuser d'examiner toute demande subséquente du travailleur étranger temporaire pendant les 5 prochaines années. Et vous, en tant qu'employeur, vous n'aurez pas respecté les conditions de séjour de ce travailleur-là et vous vous exposez à un enjeu de non-conformité et à des amendes et des conséquences très importantes. Il y en a d'autres aussi, là, mais je vous invite à les regarder. Pour les prochaines dispositions dont je voulais parler, je vais revenir un peu sur l'élément 4. C'est interdit aussi là, de demander aux travailleurs étrangers temporaires de payer les frais reliés à son recrutement ou aux frais de traitement de la demande. Je m'explique. Si vous avez un travailleur étranger temporaire qui vous contacte et qui dit que si vous lui offrez un emploi, il s'engage à payer tous les frais afférents là, à sa demande, ce n'est pas légal. Si cette personne-là vous dit qu'elle va payer les frais reliés à l'EIMT, qui sont de 1 000 $, ce n'est pas légal. C'est très bien expliqué là, sur canada.ca ou sur toute page du gouvernement, en fait, que tous les frais gouvernementaux reliés, par exemple, à l'EIMT, donc le 1 000 $, et les frais de recrutement là, pour le travailleur étranger temporaire doivent être déboursés uniquement par l'employeur. En aucun cas est-ce qu'il est permis de dire à l'employé, je vais payer les frais sur la carte de crédit du CPE et je vais te retirer un montant sur son salaire pour rembourser ce montant-là là, de 1 000 $. C'est pas permis. En tant qu'employeur, quand vous embauchez un travailleur étranger temporaire, c'est obligatoire de payer les frais reliés à son recrutement et en aucun cas est-ce que c'est permis de lui demander de rembourser ces frais-là. Si je reviens finalement là, à la suite, à l'autre diapo, j'aimerais revenir sur l'élément 13 qui dit que l'employeur doit faire des efforts raisonnables pour fournir un lieu de travail exempt de violence. Quand on parle de violence, on parle effectivement d'éléments de violence, mais aussi de risques de violence. Et au niveau de l'immigration, ça veut dire que vous devez vous assurer d'offrir un environnement exempt de violences physiques, psychologiques, sexuelles et financières. Ce qui fait que au niveau de l'immigration, demander ou exiger aux travailleurs étrangers temporaires de débourser les frais reliés à son recrutement, c'est vu comme étant une violence ou un risque de violence financier. Et à ce moment-là, l'employeur qui aurait recours à ces pratiques-là serait non conforme et à ce moment-là s'expose à des pénalités importantes. Au niveau des motifs d'inspection et du pouvoir d'inspecter, c'est important de savoir que une inspection peut être faite de façon aléatoire parce que, comme on l'a dit tantôt, du moment où vous faites un processus d'immigration temporaire pour un travailleur, vous devez garder tous les documents au cours d'une période de 6 ans parce qu'il peut y avoir une inspection à n'importe quel moment. Autant une inspection au niveau de l'employé, donc du travailleur étranger temporaire, que de l'employeur. Excusez-moi. Ce qui fait en sorte que si vous n'êtes pas capable, s'il y a une inspection et qu'un inspecteur se présente sur le lieu d'emploi et qu'il vous demande des documents que vous n'avez pas gardés, c'est un enjeu de non-conformité, vous pouvez avoir des amendes. Euh, il est aussi possible de faire une inspection quand soit Service Canada, le MIFI ou IRCC a des motifs, des raisons de soupçonner que l'employeur n'a pas été conforme pour cette demande de permis de travail-là spécifiquement, ou pour une demande qui a été soumise dans le passé, ou si l'employeur a déjà été non conforme et qu'il y a déjà eu des pénalités à ce moment-là, ben, c'est sûr que le risque d'avoir une autre inspection et de plus en plus d'inspections est accru. Donc ça, c'est important de garder ça en tête. Euh, donc, ce qu'ils vont examiner, c'est justement là, les détails de la demande de IMT ou les détails de l'offre d'emploi là, dans le cadre du programme de mobilité internationale. Ils vont aussi regarder les annexes de l'IMT ou les obligations de l'employeur dans le cadre du programme de mobilité internationale. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'ils peuvent interroger toute personne qui a déjà été embauchée
par l'employeur ou toute personne qui travaille actuellement pour l'employeur. Donc, ça peut être votre DA, par exemple, qui peut être interrogé, ça peut être un autre travailleur étranger temporaire, ça peut être plusieurs travailleurs étrangers temporaires ou plusieurs résidents permanents ou citoyens canadiens. Donc, personne n'est à l'abri là, des questions qui peuvent être posées par les inspecteurs pour justement qu'ils puissent s'assurer que le CPE, l'employeur, là, est toujours conforme, peu importe si on parle du programme de travailleurs étrangers temporaires ou du programme de mobilité internationale. Comme je disais tantôt, dans la grille que je vous ai soumise tantôt, là, j'ai mis là, la plupart des obligations, mais il y en a 28 au total que je vous invite là, à regarder. Là. Ces dispositions-là là, sont aussi dans les liens que j'ai ajoutés à la fin de la présentation que vous allez recevoir. Quand il y a une inspection, il y a deux résultats possibles qu'on peut avoir. Le premier, c'est s'il y a une inspection, à ce moment-là, si vous êtes conforme et que l'immigration est satisfaite de l'inspection, vous n'avez rien à faire. L'inspection se termine à ce point-là et puis tout est correct. Dans le cas où il y a un résultat qui est insatisfaisant au niveau de l'inspection, l'immigration va vous envoyer leurs conclusions par rapport aux enjeux qui font objet là, d'une non-conformité. Vous allez devoir fournir une justification de ce que vous allez faire pour éviter que la situation se reproduise de nouveau. Et vous allez aussi devoir dire ce que vous avez fait pour corriger la situation qui a été jugée comme étant non conforme par l'immigration. Une fois que l'immigration va recevoir vos explications, vos justifications, ils vont pouvoir soit accepter vos motifs ou les rejeter. S'ils les acceptent, l'inspection se termine à ce moment-là, et puis c'est tout. Il n'y a rien à faire de votre côté. Dans le cas où l'immigration a révisé vos justifications et qu'ils ne sont encore pas satisfaits de ce que vous avez mis en place ou de ce que vous avez expliqué, à ce moment-là, ou même si, par exemple, ils vous demandent de fournir des documents que vous n'avez pas gardés et qu'ils n'ont pas pu recevoir à ce moment-là, l'employeur va se voir émettre un ADP, qui est un avis de décision provisoire. Euh, dans cet avis-là, en fait, l'immigration va dire c'est quoi les enjeux de non-conformité, c'est quoi les conséquences possibles que l'employeur pourrait recevoir s'il ne résout pas la situation. Dans un cas si par exemple, il y a des infractions qui ont été relevées au cours de la pandémie, euh, ben, l'employeur a 5 jours à compter de la date de réception de l'ADP là, pour répondre à l'inspecteur. Dans le cas où ces conditions-là ne découlent pas de la pandémie, l'employeur a 30 jours à compter de la date de l'ADP pour répondre à l'inspecteur. Excusez-moi. Dans le cas où l'employeur n'est encore pas conforme, les conséquences sont assez graves. Ça peut varier, là, je vous dirais, d'un un avertissement. Un avertissement, c'est généralement quand c'est la première offense, tout dépendamment du degré de gravité de l'offense. Mais ça peut être un avertissement, mais ça peut aussi aller à des pénalités pouvant atteindre des milliers de dollars ou des centaines de milliers de dollars, pouvant aller jusqu'à 1 million sur une période de 1 année. Il y a aussi la possibilité d'avoir une interdiction temporaire ou permanente d'avoir recours à l'immigration internationale. Donc, on parle de faire des demandes ou de présenter des demandes dans le cadre du PTET ou dans le cadre de mobilité internationale. Donc, on oublie de recevoir des jeunes pros, des gens qui ont un permis vacances-travail, des stages coop, des conjoints de travailleurs étrangers temporaires qui ont un permis de travail ouvert. On oublie ça. On ne peut pas non plus faire des demandes de IMT. Ça peut être pendant une période de 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, à jamais. Là, ça, c'est vraiment l'immigration qui va déterminer en raison de la gravité de l'infraction. Et finalement, l'immigration pourrait aussi décider de suspendre ou de révoquer toutes les EIMT que l'employeur aurait déjà reçues par le passé. Finalement, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il y a une blacklist qui existe, qui est disponible, qui est publique, là, disponible vraiment à tous, dans laquelle on peut voir tous les noms des employeurs qui ont été non conformes. On peut aussi voir la date de l'infraction. C'est quoi les infractions qui ont été commises? C'était quoi la pénalité infligée à l'employeur et si on a le droit d'avoir recours au recrutement international
ou pas. Donc, c'est sûr que ça, c'est à la vue de tous. Donc, c'est vraiment important là, d'être conforme pour s'assurer de ne pas justement là, se retrouver sur cette liste-là. Finalement, ici, j'ai ajouté des liens utiles là, qui parlent justement des enjeux de conformité, des informations sur vos responsabilités en tant qu'employeur, notamment dans les EIMT au salaire, bas salaire, mais aussi là, quand on fait une modification là, sur une condition de indiquée sur le permis de travail qui ne faisait pas l'objet d'une EIMT. Donc, vous avez vraiment tous les liens ici là, qui vous permettent d'aller regrouper de l'information par rapport aux enjeux de conformité et vraiment voir c'est quoi les 28 conditions pour être conforme en tout temps. C'est sûr que, comme je vous dis, je vous envoie le PowerPoint, donc vous aurez ces informations-là. À n'importe quel moment, si vous avez des questions ou que vous voulez valider des informations, n'hésitez pas à me contacter, soit par courriel ou par téléphone pour qu'on puisse prendre un moment ensemble pour discuter. Sur ce, je vous souhaite une belle période des fêtes et n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Merci beaucoup. Au revoir.